Bonsoir à tous. On a un petit changement d'invité ce soir. On vous avait annoncé David Clainraval, vice-premier ministre du gouvernement fédéral, en charge notamment des PME, des indépendants et des classes moyennes. David Clainraval est retenu par un cairn, un conseil des ministres restreint qui a commencé ce matin, qui aurait dû se terminer en début d'après-midi, mais qui est finalement en train de se prolonger, ce qui explique que David Clainraval ne peut pas être parmi nous. On va accueillir à la place un autre David, il est également membre du mouvement réformateur, c'est David Lester qui est avec nous. Bonjour David Lester, merci de remplacer au pied levé David Clainraval. On vous a prévenu il y a moins d'une demi-heure, vous avez accepté de venir jouer les remplaçants de luxe. C'est un David qui en remplace à l'autre, mais on va évidemment aborder les thèmes et les questions que nos téléspectateurs avaient envie de poser à David Clainraval. On va donc commencer par le budget, mesures fédérales. Je rappelle, vous êtes président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. 3 millions de mesures pour l'énergie, c'est le maximum de ce que le gouvernement fédéral pouvait faire ? Oui, au terme d'un long combat, à la fois idéologique, mais aussi face aux réalités du budget qui reste dans les divers tiroirs des pouvoirs publics. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une multitude de crises. Alors, la dernière, c'est le Covid. Et quand on ouvre les tiroirs pour tenter de trouver encore un peu d'argent pour aider les ménages, mais aussi les entreprises qui font face à toutes ces crises d'année en année, il faut reconnaître qu'au niveau des autorités publiques, il n'y a plus beaucoup dans les tiroirs. Et donc, honnêtement, l'effort qui est fourni ici par le gouvernement fédéral est un effort qui est à louer. Ouais. C'est un effort qu'on finance en allant chercher une taxe sur les surprofits du secteur énergétique. Hein ? Alors, en partie, évidemment, tout est dans tout. Puisqu'il y a d'autres actions qui sont prises dans le budget. On voit aussi qu'il y a toute une série de restrictions qui sont faites en termes de normes de croissance, par exemple, à gauche, à droite. Mais voilà, l'un dans l'autre, on a pu dégager ces sommes-là, un peu comme tous les gouvernements font pour le moment, reconnaissons. C'est voir exactement où on peut dégager des moyens pour faire en sorte qu'à la fois, on n'endette pas encore plus les pouvoirs publics, mais d'un autre côté, on n'aggrave pas davantage la sécurité sociale au travers soit d'allocations de chômage qui augmentent, parce que vous avez des faillites d'entreprises qui sont trop en souffrance. Ouais. Donc 135 € d'aide pour le gaz, pour ceux qui ont des contrats variables, oui. Presque 200, 196 exactement si on ajoute l'électricité. Pour ceux qui ont des factures qui atteignent ou dépassent le millier d'euros, vous comprenez que ça puisse être décevant ? C'est décevant, je comprends parfaitement. Ouais. Je crois qu'il est important de placer à côté d'autres mesures qui sont prises. Je tente de défendre au mieux, mais vous avez évidemment la baisse de la TVA à du 6%. Vous avez le tarif social qui est prolongé également et qui est légèrement élargi. Donc voilà, il y a une série de mesures qui sont prises, mais il reste quand même encore de nombreuses personnes qui vont être face à de grandes difficultés. À cela doit venir s'ajouter, je crois, aussi une intervention d'un autre niveau de pouvoir qui peut agir de près ou de loin, ce sont les régions. Vous savez qu'en Belgique, on a fait beaucoup de bricolage, mais à ce niveau-là, les régions sont aussi, elles, compétentes pour tenter d'aider les entreprises, mais aussi les ménages. Je crois qu'il doit y avoir une combinaison des deux niveaux de pouvoir pour aider au mieux. Oui, là, il y a 200 millions débloqués dans le budget bruxellois, dont 125 millions pour le secteur économique, donc les entreprises, éventuellement les artisans. Ça vous semble suffisant ? Alors je sais, en tout cas, je suis dans l'opposition à Bruxelles, mais je sais que c'est déjà un gros effort qu'ils ont dû fournir là. J'ai envie d'être constructif et de dire, malheureusement, on aurait voulu plus, mais en attendant, je comprends que c'était pas simple comme effort. Oui, l'option d'un plafonnement des prix du gaz. Alors je sais que tout le monde dit qu'il faut que ce soit l'Europe qui le décide. Visiblement, l'Europe, pour l'instant, ne le décide pas. On verra ce que donnera un prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement la semaine prochaine sur la question. Mais si l'Europe ne le décidait pas, elle est définitivement écartée par la majorité fédérale ? Pour le moment, elle a toujours été écartée pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où vous décidez de plafonner les prix, in fine, ce que vous faites, c'est qu'en fait, c'est l'État fédéral qui prend en charge la partie qui est au-dessus de ce plafond. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous augmentez la dette de l'État et donc vous renvoyez la facture, soit mais est-ce que ce ne serait pas plus efficace que tout le système de chèques, d'aide, de ristourne sur l'indexation, on en reviendra dans quelques minutes, qu'on est en train de mettre en place, l'un dans l'autre ? Alors l'un dans l'autre, je crois qu'on doit aussi pouvoir, en tant que responsable public, avoir une vision à moyen et long terme. Et donc ce sera probablement plus efficace aujourd'hui, mais sur le long terme, on va encore plus aggraver les finances publiques et elles sont déjà dans un état extrêmement compliqué. Alors, le vendredi, on prend les questions des téléspectateurs. Je rappelle que théoriquement, ce sont des questions qui sont adressées à David Clainraval. David Lester va tenter d'y répondre. Peut-être que ce ne sera pas exactement la même réponse que s'il était le vice-premier ministre fédéral en titre. Vous pouvez encore nous envoyer des questions par WhatsApp au 0460 26 20 20. Et à la rédaction, c'est Camille Payot cette semaine qui recueille ces questions et qui va donc les retranscrire. Attention, c'est un David, mais ce n'est pas David Clainraval qui va répondre.
Non, et pour le coup d'ailleurs, je n'ai pas eu de nouvelles questions depuis le début de l'émission. Donc on va commencer avec celle que j'ai déjà reçue. Une question de Patrick sur les entreprises et l'indexation. Il explique qu'en 2023, les entreprises vont devoir débourser 23 milliards de plus pour assurer l'indexation. Et qu'en parallèle, les charges patronales versées à l'État vont augmenter de 2 milliards. Il ajoute: votre mesure sur la réduction à 7% des charges patronales représente 1 milliard de moins à payer pour les entreprises. Suite à ce constat, il se demande pourquoi parler de coûts pour l'État alors que l'État va concéder bien moins que le surplus qu'il va empocher suite à cette indexation obligatoire. Alors, on va peut-être pas rentrer dans une querelle de chiffres, je ne sais pas si on est en mesure de les vérifier comme ça du tac au tac, mais sur l'indexation, on rappelle la mesure, hein, donc il y a ça va être une diminution, mais ça correspond à un report des cotisations sociales sur les 2 premiers trimestres de 2023, exact? Alors ça, c'est une des possibilités. L'autre mesure pour laquelle nous, au mouvement référendaire, on s'est battu, et je pense que ça, c'est là que monsieur fait référence depuis maintenant le mois de juin, on plaidait pour ça, c'est de dire que à partir du mois de janvier, il y a une série de secteurs qui vont devoir indexer lourdement, puisque c'est d'un coup, c'est pas progressivement, c'est d'un coup dès janvier. Et nous, ce qu'on veut, c'est défiscaliser ces indexations. Donc c'est vrai qu'il y a une partie, c'est plus ou moins 33% du coup, en moins de charges prévues pour les entreprises qui, normalement, auraient dû être payées et ici ne devront pas l'être. Ça a déjà été un combat que l'on mène ici depuis plusieurs mois, qu'on a pu obtenir. On aurait bien voulu obtenir davantage, c'est vrai, mais c'est déjà quand même une première victoire. Ouais. L'indexation, elle n'est pas remise en cause. Hein. L'indexation n'est pas remise en cause. Ça fait aussi partie, évidemment, et je pense que personne ne la remet en cause, mais ça fait partie d'une paix sociale qui est ô combien importante. Ça fait partie d'un tout aussi en Belgique. C'est aussi une des mesures qui permet, contrairement à d'autres citoyens dans d'autres pays, à toute une série de citoyens de mieux faire face précisément à cette crise énergétique, parce que vous avez un salaire qui va augmenter. Mais du coup, ça renforce encore plus notre combat, qui est celui de faire en sorte que les entreprises, les PME, les petites entreprises, elles, aient un soutien augmenté, plus élevés parfois que les ménages en manière générale, parce qu'elles ne devront parfois faire de grands choix, à savoir soit indexer, soit diminuer leur charge salariale. Et nous, c'est le choix qu'on voudrait qu'elles ne doivent pas faire ce choix-là. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est battu pour cette défiscalisation. C'est vrai qu'on devrait faire encore plus, mais c'est déjà pas mal. Elle est valable pour les 2 premiers trimestres de 2023. Pour la suite de l'année, il y a des reports qui sont éventuellement possibles. Imaginons que dans la seconde moitié 2023, on ait toujours des prix de l'énergie qui soient extrêmement élevés et qu'on ait la menace d'autres vagues d'indexation. Il faudra éventuellement prolonger ces mesures ou accorder de nouveau des exonérations de cotisations ? Nous, en tout cas, c'est sûr qu'on plaidera toujours pour ça c'est évident. Donc, c'est pas impossible que les ministres se revoient au courant de l'année. D'ailleurs, vous savez, en fait, c'est 11 mesures qui ont été prises il y a plusieurs mois par le ministre Clareval, justement, pour aider les entreprises. Ces 11 mesures-là viennent ici, lors de ce budget-ci, d'être prolongées. Donc, on se rend bien compte qu'on est dans un budget de crise aussi. Et ce budget risque, j'espère, que ce ne sera pas le cas, mais risque de devoir être prolongé courant l'année prochaine. Oui, donc, dans toutes ces mesures, il y a un moratoire sur les faillites, il y a un chômage temporaire de crise dans les entreprises, il y a un droit passerelle pour les indépendants. Ça ressemble très fort aux mesures Covid. Absolument. Est-ce que c'est plus inquiétant que le Covid ? Pour moi, oui. Je pense qu'on est ici face à une situation qui, à la fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs publics ont pu, pendant le Covid, sortir, c'est vrai, pas mal de fonds, pas mal de moyens, tous niveaux confondus, pour aider, dans l'urgence, les entreprises, les citoyens. Ici, on fait face à une deuxième vague. Alors, pas de Covid, mais une deuxième vague de crise qui est, à mon sens, encore plus lourde pour 2 raisons. 1, c'est que ça vient après déjà une première crise qui est toute chaude encore. Et 2, il y a deux éléments. Le premier, c'est que vous avez la crise énergétique, vous avez la facture énergétique qui fait que c'est très lourd en fin de mois. Mais en plus de ça, à partir de janvier, vous avez une série d'entreprises qui vont justement avoir cette indexation d'à peu près 10%, qui fait que déjà en temps normal, ça aurait été très lourd. Vous ajoutez à ça la facture énergétique, ça devient presque intenable. Oui, ça veut dire que vous craignez qu'il y ait des faillites ? Oui. Absolument, oui, très fort. Plus que pendant la période Covid, parce que finalement, à la fin de la période Covid, on avait craint un boom des faillites. Ça a été plutôt des années normales et on n'a pas eu plus de faillites d'entreprises qu'une année normale. Alors moi, je crains qu'il y ait ici de lourdes faillites dans certains secteurs qui sont parmi les plus touchés. On a beaucoup parlé des boulangers, entre autres. Il y a toute une série d'autres secteurs qui ont une consommation énergétique très forte, parce que pendant le Covid, il y avait l'arrêt des activités avec une aide. Ici, les activités se poursuivent pour la plupart. L'aide risque de ne pas être suffisante pour une série de secteurs, et là, j'ai peur pour ces secteurs-là, les boulangers, par exemple. Et à la région bruxelloise, ça veut dire que vous inciteriez le gouvernement bruxellois de cibler
les boulangers, par exemple, dans les aides qui sont possibles? Je pense que tous les gouvernements régionaux doivent retrousser leurs manches et ne plus compter leurs œufs dans les semaines qui viennent, parce qu'il va falloir faire du cas par cas. Pendant le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup saupoudré, c'était très hélicoptère parce qu'il fallait aller dans l'urgence. Ici, je pense qu'ils ont pu peaufiner leurs méthodes de calcul. Il va falloir le faire, parce que vous avez des entreprises qui risquent de sortir du radar et de devoir mettre la clé sous le paillasson. C'est pas ce qu'on veut à Bruxelles, bien entendu. On va retourner chez Camille Payot. Question suivante. Alors, une question de Benoît sur la transition écologique. Alors, c'était une question pour Monsieur Clarinval. Et il se demandait ce qu'il avait pu faire pour entamer la transition vers une société moins polluante. Alors, c'est difficile de répondre à la place de David Clarinval, mais peut-être, est-ce que le mouvement réformateur est suffisamment impliqué dans la question climatique et dans la question écologique d'une manière générale? Alors, il y a un élément où je reconnais, peut-être que par rapport à d'autres partis, nous sommes moins bons, c'est dans la symbolique. C'est vrai que peut-être nous, on ne va pas aller jeter des tomates sur un Van Gogh, par exemple. Ça n'en fera pas. Par contre, on se bat, et on a obtenu ça justement lors de ce budget fédéral, pour faire en sorte que concrètement, il n'y ait pas cette pollution que demandent certains partis qui se fasse. Je vais être très concret. Ici, certains veulent, je vais revenir sur le nucléaire justement, ici, certains veulent faire en sorte que l'on ne poursuive pas le nucléaire et qu'à la place, l'on construise des usines à gaz qui sont beaucoup plus polluante que le nucléaire. Et donc nous, on s'est battu et on a obtenu lors de ce budget le fait que toutes les options sur la table vont rester sur la table. La petite phrase d'Alexander De Croo, qui s'est exprimé à la Chambre sur la question mardi, c'était d'examiner de quelle manière on pouvait accroître notre capacité énergétique, tant renouvelable que nucléaire. Et il agitait dans la phrase d'après qu'il fallait que ce soit un débat sans tabou. Mais c'est ça. Et ça, honnêtement, voilà, je ne veux pas mettre une plume de plus dans le chapeau. Donc on comprend bien, pas de tabou sur le nucléaire, ça vise les écologistes. Pas le tabou sur le renouvelable, ça vise les libéraux. Non, parce que nous sommes à 100% pour le renouvelable. Sauf que le nucléaire, c'est aujourd'hui, maintenant. Et c'est ce laps de temps-là que l'on doit utiliser pour améliorer et accélérer encore plus le renouvelable. Je rappelle quand même que sous le gouvernement Michel, on est devenu un des pays leaders en matière d'éolien offshore, par exemple. Donc, mais c'est vrai que c'est peut-être moins symbolique que d'autres actions. Deux questions quand même sur le nucléaire, parce qu'on sait que c'est une énergie qu'il faut programmer longtemps à l'avance, qu'on ne redémarre pas une centrale d'un claquement de doigts, qu'il faut parfois des années de vérification et de travaux avant que ça puisse être le cas. Et ça est l'objet justement des discussions qui sont en cours avec Engie. Et que d'autre part, c'est pas une énergie très souple. C'est-à-dire que quand on a un gros pic de consommation tout d'un coup, là, hélas, le gaz est imbattable. Est-ce que ça veut dire qu'on doit quand même construire des centrales au gaz, quoi qu'il arrive? Non. Absolument pas. Regardez la France. Parce qu'il y a aussi un autre élément. Mais en France, la moitié des centrales sont quand même à l'arrêt. Ça, c'est vrai, sauf qu'ils ont décidé de faire un nouveau programme de développement nucléaire avec les plus petites centrales. Ça devient technique, mais on sait que c'est important. Et du coup, ça permet aussi un autre élément. On a parlé de la crise énergétique tout à l'heure. En France, il y a quand même un élément qui est fondamental, c'est qu'ils sont rentrés dans une dynamique où ils ne sont pas dépendants énergétiquement d'autres pays ou d'autres grandes puissances comme la Russie par exemple, ou pas aussi forts que ce que le reste de l'Europe tend à l'être. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé le nucléaire et ils ne l'ont pas supprimé. C'est aussi ce que la Belgique doit faire. Oui, mais pour l'instant, leur nucléaire est à l'arrêt. Ils vont devoir acheter de l'électricité, notamment aux Allemands. C'est clair que c'est un grand marché qui est très compliqué, mais aussi parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et c'est pour ça que nous, on plaide pour prolonger le nucléaire, le temps d'accélérer le renouvelable. Mais donc on n'a pas besoin des 2 centrales au gaz qui sont programmées ? Nous, on veut tout faire pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas, évidemment. Et on le voit. Pourquoi ? Parce que ça pollue énormément, parce que ça coûte plus cher. Donc on ne voit pas l'intérêt. Mais pour ça, on a déjà perdu de nombreuses semaines, de nombreux mois où la ministre de l'Énergie tâtonne, attend, et en fait elle joue la montre. Et là, du coup, ça nous coûte très cher, aussi en termes de pollution. Un mot encore sur ce dossier. On sait qu'on va avoir d'importantes capacités éoliennes en mer du Nord dans le futur. Que ça pourrait même peut-être couvrir en grande partie la consommation des ménages en Belgique. Mais ces éoliennes, il faut les raccorder. C'est le projet Ventilus en Flandre, pour traverser la Flandre. Et c'est ensuite la boucle du Hainaut pour aller vers la Wallonie. Il faut que ça se fasse, ces 2 projets ? Alors, je ne peux pas remplacer à la fois David Clarinval et Willy Borsu, mais je comprends. Mais je sais que Willy Borsu est dessus, il a été sur le place, parce que c'est vrai qu'il y a un Mais parce impact. que ça ne sert à rien de développer du renouvelable si on ne peut pas le connecter au reste. Absolument. Et donc, quand la petite phrase d'Alexander De Croo, pas de tabou tant sur le renouvelable que sur le nucléaire... Il n'y a pas de tabou, et d'ailleurs, on n'a pas encore tranché ce point-là. On sait que ça pose de grands problèmes en termes, entre autres, urbanistiques dans les villages, dans les villes qui sont traversées. Et donc, il y a toute une série d'études qui sont faites pour tenter d'éviter un maximum les nuisances. Et donc, pour vous, le nucléaire, c'est la bonne réponse ? Le nucléaire, c'est la bonne réponse. Et pendant ce temps-là, travailler sur le renouvelable. Alors, on retourne chez Camille Payot. Dernière question.
Alors, concernant la défiscalisation du travail par l'internaute Alexandra, elle se demande quand y aura-t-il une défiscalisation du travail en général, surtout pour les PME qui ont bien souffert pendant la pandémie, et elle précise que les PME ont souvent besoin d'une main-d'œuvre moyenne ou très qualifiée, mais ne peuvent pas suivre au niveau des salaires. Alors, défiscaliser le travail, c'est la fameuse réforme fiscale ou c'est le fameux job deal qu'on attend mais qui reste pour l'instant sur la table du gouvernement, qui n'est pas encore sorti. Oui, moi je suis à 300% d'accord avec madame. C'est d'inspiration libérale, la question. Je trouve que madame a 1000 fois raison. Mais vous savez, madame, je suis sûr que ce qu'elle fait ici, c'est que non seulement elle a pu créer son propre emploi, mais en plus elle offre des emplois. Et le fait d'offrir des emplois, c'est ce dont l'État a besoin. Si on défiscalise, on a moins de rentrées dans la sécurité sociale et ça veut dire qu'on a moins d'argent pour payer les hôpitaux, les policiers, les routes, etc. Oui, mais ça veut dire que vous avez plus d'emplois qui sont créés, ça veut dire que vous avez moins de dépenses en sécurité sociale, allocations chômage par exemple, allocations CPS qui sont versées. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Mais nous, on trouve qu'en effet, on paye beaucoup trop d'impôts, singulièrement les PME qui créent de l'emploi. On aura une réforme fiscale avant la fin de la législature ? Alors, on peut compter sur nous pour tout faire, pour en avoir une. Mais ça doit être une réforme fiscale qui, en fait, fait en sorte que l'on paye moins, pas plus. Et c'est là où, pour le moment, ce qu'on a vu sur la table faisait qu'on avait beaucoup de taxes, mais on voyait très peu où on payait moins. Et là, on pense qu'il y a un souci en Belgique. Alors, vous remplacez, je le rappelle, David Klein-Raval, qui est donc vice-premier ministre du gouvernement fédéral, ministre des PME, classe moyenne et des indépendants, et aussi ministre du Renouveau démocratique. On va supprimer le Sénat. Je vous pose cette question parce que dans les conclusions budgétaires de ce gouvernement fédéral, on va faire 7 millions d'économies en 2023, un peu plus en 2024, donc 15 millions en tout cas d'économies en 2 ans. Et on suggère au Sénat de réfléchir à sa suppression progressive. On peut se passer du Sénat et avoir un système que les politologues appellent monocaméral en Belgique. Alors je sais que chaque politique a son avis là-dessus. Je pense que là où ils ont raison, c'est qu'il faut quelque part que l'État, tout niveau de pouvoir confondu, regarde où il peut peut-être adapter quand même ses dépenses et adapter ses structures institutionnelles qui parfois sont trop lourdes. Par rapport au Sénat, plus particulièrement, moi, je trouve qu'actuellement, ça ne fonctionne en effet peut-être pas suffisamment bien, mais l'idée d'avoir quelque part une chambre qui réunit des députés qui sont dans les régions, qui sont dans les communautés, mais qui ne sont pas directement au niveau fédéral, mais qui se réunissent à intervalles réguliers pour débattre de ce qui se passe sur l'ensemble du pays, en tant que Belgicain que je suis, je trouve que ce serait dommage de s'en séparer. D'autant plus qu'il faut quand même bien comprendre que les sénateurs, ce sont des personnes qui siègent déjà dans des parlements. Ce ne sont pas comme à l'époque des députés en plus ou des sénateurs en plus qu'il faut financer. Ça veut dire que c'est juste leur emploi du temps. Leurs indemnités sont déjà payées. Elles sont déjà payées, c'est leur emploi du temps qui est élargi. Si on supprime le Sénat, ils auront moins de réunions, mais je trouve que ce serait aux dépens de la Belgique. Il y a 71 élus pour l'instant au Sénat. Ça fonctionne comme ça. Il y a déjà des représentants des communautés et des régions. Le problème, c'est qu'ils ne parlent plus de rien et que tout se fait désormais à la Chambre. Ça veut dire que vous rééquilibreriez en faveur du Sénat et vous redonneriez un rôle au Sénat ? Si vous me donnez mon avis, oui. Si on vous laisse faire. Moi, oui, si on me laisse faire. Et je ne suis pas sûr que la NVA vous laissera faire. Et je comprends, et ça fait partie de son objectif de donner moins d'importance à la Belgique. Mais donc, si je vois que la NVA est contre, c'est que je me dis que mon avis n'est peut-être pas si mauvais que ça, en tant que Belgicain. Ça sera dans le programme du mouvement réformateur pour 2024. Ça, je pense que vous trouverez difficilement un pays plus unitariste que le nôtre. Un parti plus unitariste que le nôtre. Merci David Lester. On rappelle que vous avez remplacé au pied levé David Klein-Raval qui est retenu dans une réunion au Conseil des ministres restreint.